Bonjour à tous, bienvenue les amis sur UFC Analyse et Pronostic, j'espère que vous êtes tous en super forme. On va traiter aujourd'hui l'UFC Fight Night 258, Imavov vs Borralho et récap l'UFC Fight Night 257, Walker vs Zhang. Pensez à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, à laisser un pouce en l'air si le contenu vous plaît, c'est très important, et un commentaire pour me dire ce que vous pensez de mes pronos, votre avis m'intéresse beaucoup. Un grand merci à tous ceux qui commentent, partagent et interagissent, merci du soutien les amis. Retrouvez tous les tickets gagnants des pronos sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Facebook. Les liens sont disponibles dans la description de la chaîne. Toutes les dernières nouvelles de l'actualité, c'est sur la chaîne Moment MMA, vidéo, short, podcast. Retrouvez l'intégralité de son travail sur sa chaîne YouTube et sur son Instagram. N'hésitez pas à vous abonner pour aller le soutenir les amis. Pour l'UFC Fight Night 257, Walker vs Zhang, on retrouvait 5 combats sur la carte principale. En ouverture, catégorie welterweight, le chinois Teilake Nuareji a battu Kiefer Crosby par KO technique dès le premier round, ne laissant aucune chance à l'Irlandais de revenir après l'avoir durement touché. Ensuite, catégorie flyweight, le chinois Sumudaerji a totalement dominé Kevin Borjas durant les 3 rounds. Le Péruvien n'a pas trouvé de solution face à l'allonge de son adversaire et s'incline par décision unanime. Après, catégorie heavyweight, le russe Sergei Pavlovich a été un peu timide en début de combat, mais il a su mettre la pression nécessaire pour mettre l'américain sur le reculoir. Waldo Cortés Acosta montrait une résistance au coup assez impressionnante, mais pas suffisante pour s'imposer. Il s'incline à la décision unanime. Enfin, en co-main event catégorie featherweight, Brian Ortega, qui était apparu extrêmement diminué à la pesée, n'a jamais été en mesure de riposter face aux attaques de l'ancien champion bantamweight Aljamain Sterling. Il a réussi à mettre la pression en fin de combat, mais trop tardivement pour espérer changer l'issue de la rencontre. Sterling remporte le combat par décision unanime. Et en main event, catégorie light heavyweight, Johnny Walker a su résister au premier round et aux assauts du chinois Mingyang Zhang sans se faire mettre KO, et il a su trouver la faille avec les low kicks en blessant Zhang avant de le finir avec ses frappes. On termine donc à 2 sur 5. C'est raté pour cette semaine, un flop de plus. Alors mes résultats sur le mois d'août ont été catastrophiques. J'espère que le mois de septembre va relever le niveau. Si vous me suivez depuis peu de temps, sachez que je fais tout seul, je prends parfois des risques. Et c'est la première fois en 2 ans que mes résultats sont si mauvais. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur les amis, sachant la difficulté que c'est de tomber juste à chaque fois. L'UFC Fight Night 258, Imavov vs Borralho, se tiendra le 6 septembre, dans la soirée du samedi, et on retrouve 6 combats à la carte principale. On retrouve en premier combat, catégorie featherweight, Patricio Freire contre Lozen Keita. Frère, il est brésilien, il a 38 ans, 37 victoires pour 8 défaites. Sur les 37 victoires, 12 finishes par KO technique, 12 soumissions et 13 décisions. Pour ses 8 défaites, il a perdu 2 fois par KO technique, 1 fois par soumission et 5 fois par décision. Son dernier combat, c'est sa victoire par décision unanime au mois de juillet 2025 contre Danny Gue. Il est donc opposé à Lozen Keita. Keita, il est belge, il a 27 ans, 16 victoires pour une seule défaite. Sur les 16 victoires, 10 finishes par KO technique et 6 décisions. Sa seule défaite, elle a été par KO technique. Son dernier combat, c'est sa victoire à l'octagone par KO technique au mois de décembre 2024 contre Ronald Paradeser. Pour la longe, on retrouve une allonge de 1m70 pour le Brésilien contre une allonge de 1m80 pour le Belge. Pour les cotes, on retrouve favori Keita avec une cote à 1,43 et une cote à 2,63 pour Pitbull. Alors Frère, il est reconnu pour sa boxe courte, puissante et chirurgicale, combinée à un striking explosif et discipliné qui fait de lui un des meilleurs strikers de l'histoire du Bellator. Keita, lui, possède un striking explosif et percutant avec une boxe rapide et précise soutenue par des kicks puissants qui en font un finisseur redoutable. Patricio possède une lutte solide et défensive combinée à un grappling dangereux marqué par une guillotine d'élite et une excellente efficacité au sol. Lozen, lui, il dispose d'une lutte physique tenace avec une bonne défense de takedown complétée par un grappling encore en développement mais déjà efficace grâce à son instinct, sa puissance et sa capacité d'adaptation au sol. Alors l'affrontement entre le Brésilien et le Belge, il opposera 2 profils très explosifs mais construits de manière différente, ce qui donnera un duel de style particulièrement intéressant. Patricio Pitbull, c'est un combattant extrêmement discipliné et complet. Sa boxe courte et chirurgicale, capable de contrer ou de briser le rythme par une combinaison puissante, reste son arme maîtresse. Son expérience se traduit par une gestion parfaite de la distance, un sens du timing redoutable et une capacité à sanctionner la moindre erreur. En plus de ça, il dispose d'une lutte solide, difficile à déborder et d'un grappling menaçant avec une guillotine d'élite, ce qui l'empêche d'être cantonné à l'échange debout. Lozen Keita, lui, il incarne la fougue et l'explosivité. Son striking repose sur une boxe extrêmement rapide et percutante, appuyée par des kicks bien placés, qui lui permettent de briser le rythme et de surprendre très tôt dans les combats.
Alors il se distingue par son agressivité dès l'ouverture, sa capacité à maintenir une intensité soutenue et son instinct de finisseur. Sa lutte et son grappling sont encore bruts, sont surtout marqués par sa force physique, son instinct et sa résistance, ce qui lui permet de rester dangereux même dans les phases moins techniques. Alors le combat se jouera donc sur une opposition entre l'expérience clinique de Pitbull et l'explosivité brute de Keita. Si Keita parvient à imposer son rythme d'entrée, à surprendre avec sa vitesse et à tenir l'échange debout sans s'exposer au contre, il pourrait créer l'exploit par un chaos technique rapide. Mais plus le combat s'installe, plus l'avantage bascule du côté de Pitbull, capable de casser la dynamique, de contrer avec précision et de tirer profit de son grappling supérieur pour freiner l'initiative adverse. En résumé, ce duel sera une opposition entre l'énergie débordante d'un jeune prédateur et la maîtrise méthodique d'un vétéran accompli. Un choc où la question centrale sera de savoir si Keita peut briser la maîtrise de Pitbull avant que l'expérience de ce dernier n'impose sa loi. Après avoir échoué lors de son premier combat à l'UFC face à Yair Rodriguez, Pitbull il a su rebondir contre Danny Gueux, mais le combat était très serré et le résultat aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Keita lui débarque dans la Big League en tant que champion de l'Octogone MMA et le niveau va être différent. Un combat face à un vétéran en bout de course est sûrement l'occasion de montrer ses talents au monde entier. S'il ne fait pas d'erreur, il devrait normalement réussir à s'imposer. Je vous conseille donc de choisir Lozen Keita, mais attention tout de même, il a en face de lui un combattant d'expérience toujours solide et affûté malgré ses 38 ans. On retrouve ensuite en deuxième combat, catégorie lightweight, Fares Ziam contre Ko Fernandez. Ziam il est français, il a 28 ans, 17 victoires pour 4 défaites. Sur les 17 victoires, 6 finishes par KO technique, 4 soumissions et 7 décisions. Pour ces 4 défaites, il a perdu 3 fois par soumission et 1 fois par décision. Son dernier combat, c'est sa victoire par décision unanime au mois de février 2025 contre Mike Davis. Il est donc opposé à Ko Fernandez. Fernandez, il est brésilien, il a 30 ans, 10 victoires pour 2 défaites. Sur les 10 victoires, 5 finishes par KO technique, 2 soumissions et 3 décisions. Pour ces 2 défaites, il a perdu 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est sa victoire par décision unanime au mois de mars 2025 contre Guram Kutateladze. Pour la longe, on retrouve une allonge de 1m91 pour le français contre une allonge de 1m85 pour le brésilien. Pour les cotes, on retrouve favori Fares Ziam avec une cote à 1,27 et une cote à 3,45 pour Fernandez. Alors Ziam, il possède un striking technique et précis, fondé sur une boxe fluide, un timing excellent et une capacité à contrôler la distance tout en frappant avec efficacité. Fernandez, lui, possède un striking agressif et puissant, basé sur une boxe directe et un volume élevé de frappe, cherchant à submerger ses adversaires par la pression et l'intensité. Au sol, Fares dispose d'un grappling solide et réfléchi, avec une lutte défensive efficace, une bonne capacité à contrôler la distance et à éviter les positions compromettantes. Ko lui possède un grappling instinctif et physique avec une lutte offensive axée sur la pression et la force, capable de maintenir et de fatiguer son adversaire malgré des bases techniques moins raffinées. Alors ce sera un duel entre le stratège précis et le puncher agressif. Ce combat met face à face deux combattants aux approches contrastées. D'un côté, le français, technique et méthodique, qui construit son striking sur la précision, le contrôle de la distance et le timing de ses frappes. De l'autre, le brésilien, bagarreur puissant et direct, qui cherche à imposer sa pression et à saturer l'adversaire par un volume constant et une marche en avant inébranlable. Alors sur le plan du striking, c'est la finesse calculée contre l'agressivité frontale. Ziam s'appuie sur une boxe structurée et un arsenal pied-point diversifié, où chaque coup est mesuré et placé pour créer des ouvertures. Sa mobilité et son sens de la distance lui permettent de dicter le rythme et de transformer chaque échange en duel technique, frappant pour marquer et maintenir l'espace. Fernandez, au contraire, cherche moins à contrôler la distance qu'à l'éliminer. Sa boxe est offensive, directe et orientée vers le volume, multipliant les coups et forçant l'échange pour écraser son adversaire sous la pression. Au sol, Ziam dispose d'une défense correcte mais reste vulnérable face à un grappling agressif, tandis que Fernandez, bien que moins technique, compense par sa volonté et sa force pour maintenir et fatiguer son adversaire dans le clinch ou au tapis. La clé du combat sera la gestion de la distance et du rythme. Si Ziam parvient à rester mobile, à placer ses frappes avec précision et à couper les charges de Fernandez, il pourra contrôler le duel avec sa technique et son timing. En revanche, si Fernandez impose sa marche en avant, enferme Ziam et multiplie les enchaînements, il peut transformer le combat en une guerre d'usure où son volume et sa pression feront la différence. Ce duel est une opposition entre la stratégie méthodique du technicien et l'acharnement du brawler. L'issue dépendra moins de la puissance brute que de la capacité de Ziam à rester insaisissable et à celle de Fernandez à transformer le duel technique en confrontation physique et pressante. Alors le français d'origine algérienne reste sur une série de 5 victoires depuis sa défaite contre Terence McKinney en 2022. Il a battu des adversaires solides et on s'attendait à le voir face à un nom plus prestigieux, mais son opposant reste un combattant dangereux à ne pas sous-estimer. Fernandez est sur 2 victoires et à prendre très au sérieux. Je pense néanmoins que l'expérience acquise par Ziam sera à son avantage et je penche plus en faveur du français.
Je conseille donc de choisir Fares Ziam, je pense que ça reste le choix le moins risqué. Et on retrouve en troisième combat, catégorie light heavyweight, Modestas Bukauskas contre Paul Craig. Bukauskas, il est lituanien, il a 31 ans, 18 victoires pour 6 défaites. Sur les 18 victoires, 10 finishes par KO technique, 3 soumissions et 5 décisions. Pour ses 6 défaites, il a perdu 4 fois par KO technique, 1 fois par soumission et 1 fois par décision. Son dernier combat, c'est sa victoire par split decision au mois de mai 2025 contre Jon Kutelaba. Il est donc opposé à Paul Craig. Paul Craig, il est écossais, il a 37 ans, 17 victoires pour 9 défaites. Sur les 17 victoires, 4 finishes par KO technique, 13 soumissions. Pour ses 9 défaites, il a perdu 5 fois par KO technique, 2 fois par soumission et 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est un no contest au mois de juin 2025 contre Rodolfo Bellato. Pour la longe, on retrouve une allonge de 1m98 pour le lituanien contre une allonge de 1m93 pour l'écossais. Pour les cotes, on retrouve gros favori Bukauskas avec une cote à 1,27 et une cote à 3,45 pour Paul Craig. Alors Bukauskas, il possède un striking puissant et direct, soutenu par une boxe efficace, une bonne gestion de la distance et une capacité à finir ses adversaires avec des frappes nettes. Craig lui possède un striking limité, caractérisé par une boxe peu fluide, une défense fragile et une vulnérabilité face aux frappes puissantes, ce qui le rend plus exposé aux échanges debout. Modestas lui possède un grappling solide mais basique, avec une lutte efficace pour défendre le takedown et quelques capacités de contrôle au sol sans être un spécialiste du jiu-jitsu. Paul lui possède un grappling d'élite avec un JJB très technique, une capacité exceptionnelle à chercher les soumissions et une lutte solide lui permettant de contrôler le rythme au sol. Alors ce sera un duel entre le striker puissant et le grappleur d'élite. Ce combat met face à face deux combattants aux approches contrastées. D'un côté, le lituanien qui s'appuie sur un striking direct et puissant, capable de finir ses adversaires par des frappes nettes et précises. De l'autre, l'écossais, spécialiste du grappling, du JJB, technique et redoutable, capable de contrôler le sol et de chercher la soumission à tout moment. Sur le plan du striking, Bukauskas domine par sa puissance et sa capacité à mettre fin à l'échange debout, frappant avec efficacité et précision. Tandis que Craig, moins fluide et plus limité dans les échanges debout, devra survivre et éviter de se faire surprendre par un KO rapide. La mobilité et le timing de Bukauskas seront cruciaux pour créer des ouvertures et imposer son jeu de frappe. Au sol, l'avantage bascule clairement du côté de Craig, dont le grappling et le jiu-jitsu lui permettent de contrôler, de soumettre et d'exploiter les failles défensives de Bukauskas. Si Craig parvient à amener le combat au sol, il pourra neutraliser la puissance de son adversaire et chercher les soumissions caractéristiques de son arsenal. Bukauskas en revanche devra garder le combat debout, défendre les takedowns et tenter de terminer le combat avant que Craig ne l'emmène au sol. Alors la clé du combat, ce sera donc la gestion de la distance et du game plan. Bukauskas doit frapper vite et fort pour faire Craig avant d'être mis au tapis, tandis que Craig doit chercher à éviter les échanges prolongés debout et à utiliser son grappling pour inverser la dynamique. En résumé, ce duel oppose la puissance de la finition debout d'un striker à l'intelligence et la technique au sol d'un grappleur d'élite, où l'issue dépendra de la capacité de chacun à imposer son plan de combat, frappe rapide et efficace contre contrôle et soumission au sol. Alors depuis sa lourde blessure au genou en 2021 face à Khalil Rountree Jr., le lituanien il a enchaîné 7 victoires pour une seule défaite, qui reste sur 3 victoires avec 2 finishes depuis 2024. L'écossais lui, il reste sur 5 défaites depuis 2022, dont 3 par finish, mais il a affronté le top du top, Brendan Allen, Caio Borralho et Bonical. Même s'il paraît diminué aujourd'hui, il reste un adversaire dangereux à ne pas prendre à la légère. Mais Bukauskas est assez rigoureux pour ne pas faire d'erreur, et je pense qu'il peut s'imposer. Je conseille donc de choisir Modestas Bukauskas, mais aussi de rester prudent. Avec Craig, on n'est jamais à l'abri d'une soumission éclair. On retrouve ensuite en quatrième combat, catégorie lightweight, Bolaji Hoki contre Mason Jones. Hoki, il est belge, il a 29 ans, 10 victoires pour 2 défaites. Sur les 10 victoires, 5 finishes par KO technique, 1 soumission et 4 décisions. Pour ces 2 défaites, il a perdu une fois par soumission et une fois par décision. Son dernier combat, c'est sa victoire par décision unanime au mois de mai 2025 contre Michael Aswell. Il est donc opposé à Mason Jones. Jones, il est gallois, il a 30 ans, 16 victoires pour 2 défaites. Sur les 16 victoires, 7 finishes par KO technique, 3 soumissions et 6 décisions. Pour ces 2 défaites, il a perdu 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est sa victoire par décision unanime au mois de mai 2025 contre Jeremy Stephens. Pour la longe, on retrouve une allonge de 1m85 pour le belge contre une allonge de 1m88 pour le gallois. Pour les cotes, on retrouve favori Mason Jones avec une cote à 1,61 et une cote à 2,20 pour Hoki. Alors Hoki possède un striking très efficace, combinant puissance, précision élevée et capacité à enchaîner des combinaisons de manière redoutable. Jones lui présente un striking technique, alliant précision, puissance et une capacité à contrôler le rythme du combat, notamment grâce à ses coups de pied bas et son jeu de jambes. Bolaji présente un grappling en constante progression avec une défense au sol solide et une capacité à se relever rapidement, mais son jeu de lutte reste encore perfectible face à des adversaires expérimentés.
Mason lui possède un grappling solide, soutenu par des ceintures noires de judo et de jiu-jitsu brésilien, qu'il utilise efficacement pour contrôler ses adversaires au sol, bien que sa lutte offensive nécessite encore des améliorations face à des compétiteurs de haut niveau. Alors ce sera un duel entre le frappeur puissant et le technicien polyvalent. Ce combat oppose deux combattants aux approches contrastées. D'un côté, le Belge, striker explosif et précis, qui cherche à imposer son rythme debout, avec puissance et combinaison efficace. De l'autre, le Gallois, boxeur technique et grappleur expérimenté, capable de varier les distances et de ramener le combat au sol pour exploiter ses compétences en grappling. Sur le plan du striking, c'est la puissance dévastatrice contre la technique et la mobilité. Oki construit son striking sur la force et la précision, cherchant à marquer rapidement et à finir les échanges par des frappes lourdes et ciblées. Son style repose sur l'agressivité contrôlée, chaque coup est intentionnel et chaque combinaison vise à déstabiliser l'adversaire debout. Jones en revanche s'appuie sur un arsenal technique et une mobilité constante. Il frappe avec précision, utilise son jeu de jambes pour créer de l'espace et exploite les ouvertures pour contrer ou orienter l'échange, préférant la stratégie et le timing à la puissance brute. Au sol, Oki reste vulnérable. Son grappling et sa lutte défensive sont encore perfectibles, laissant des opportunités pour un adversaire compétent. Jones, lui, possède un grappling solide et une lutte efficace, capable de contrôler et de fatiguer son adversaire au tapis, ce qui peut inverser le duel si le combat s'éloigne du striking pur. La clé du combat sera la capacité à imposer son style. Si Oki parvient à dicter le rythme debout et à connecter ses frappes puissantes avant que Jones ne le mette au sol, il pourra capitaliser sur ses atouts en striking. En revanche, si Jones parvient à esquiver, à maintenir la distance ou à initier des phases au sol, il pourra neutraliser l'agressivité d'Oki et transformer le combat en contrôle tactique, exploitant ses compétences de grappling et sa précision technique. Ce duel sera une confrontation entre la puissance explosive et le contrôle technique, où l'issue dépendra de la capacité d'Oki à imposer sa frappe et celle de Jones à exploiter mobilité et grappling pour détourner le combat de la zone de puissance. Alors le Belge, il a su renouer avec la victoire après sa défaite par soumission contre Chris Duncan en 2024. Il reste sur 3 victoires en 4 combats à l'UFC en comptant les Dana White Contenders. Le Gallois, lui, il a réussi son retour en battant le vétéran Jeremy Stephens et à faire oublier ses revers de 2022. Alors le combat s'annonce serré, il est difficile de faire un pronostic, mais je penche très légèrement en faveur de Jones, qui je pense est plus complet que Oki et peut mettre cet avantage à profit. Je vous conseille donc de choisir Mason Jones, mais aussi de rester raisonnable, on n'est pas à l'abri d'une surprise sur ce combat. Et on retrouve en co-main event catégorie lightweight Benoît Saint-Denis contre Mauricio Ruffi. Saint-Denis, les Français, il a 29 ans, 14 victoires pour 3 défaites. Sur les 14 victoires, 4 finishes par KO technique, 10 soumissions. Pour ces 3 défaites, il a perdu 2 fois par KO et KO technique et 1 fois par décision. Son dernier combat, c'est sa victoire par soumission au mois de mai 2025 contre Kai Prepolek. Il est donc opposé à Mauricio Ruffi. Ruffi, les Brésiliens, il a 29 ans, 12 victoires pour une seule défaite. Sur les 12 victoires, 11 finishes par KO technique et une seule décision. Sa seule défaite, elle a été par KO technique. Son dernier combat, c'est sa victoire par KO au mois de mars 2025 contre Bobby Green. Pour la longe, on retrouve une allonge de 1m85 pour le français contre une allonge de 1m91 pour le brésilien. Pour les cotes, on retrouve favori Mauricio Ruffi avec une cote à 1,46 et une cote à 2,53 pour Benoît Saint-Denis. Alors Saint-Denis possède un striking agressif et fonctionnel basé sur des enchaînements puissants, la pression constante et la domination dans le clinch plutôt que sur la finesse technique. Ruffi lui possède un striking puissant et créatif, combinant précision, timing et variété technique pour dicter le rythme des échanges debout. Alors Benoît, c'est un grappleur complet, alliant une lutte offensive efficace, une pression constante et une maîtrise des soumissions, soutenu par une ceinture noire en judo et une ceinture marron en JJB. Mauricio lui possède un grappling solide mais encore perfectible, avec une lutte défensive correcte et une capacité à contrôler certaines phases au sol sans exceller dans les soumissions complexes. Alors ce sera un duel entre le grappleur pressant et le striker créatif. Ce combat oppose deux combattants aux approches contrastées. D'un côté, le français qui combine pression constante, volume offensif et grappling efficace pour imposer son rythme et contrôler ses adversaires. De l'autre, le brésilien, striker puissant et technique, capable de dicter les échanges debout grâce à sa précision, sa créativité et sa fluidité dans les frappes. Alors sur le plan du striking, c'est la pression constante contre la puissance et la créativité. Saint-Denis frappe de manière fonctionnelle, privilégiant les enchaînements puissants et l'agression, cherchant à étouffer son adversaire et à dicter le tempo. Ruffi à l'inverse s'appuie sur un arsenal varié et précis, capable de surprendre par des coups créatifs et des combinaisons fluides, utilisant timing et distance pour maximiser l'efficacité de chaque frappe. Au sol, Saint-Denis possède un avantage clair grâce à son grappling et sa lutte offensive, capable de contrôler et de fatiguer son adversaire, tandis que Ruffi reste vulnérable avec un grappling encore perfectible et une défense au sol limitée face à des spécialistes. Alors la clé du combat, ce sera la capacité à imposer son registre. Si Ruffi parvient à maintenir le duel debout,
à esquiver la pression et à toucher avec ses frappes explosives, il pourra créer des ouvertures et dicter le rythme. En revanche, si Saint-Denis réussit à réduire la distance et à amener le combat dans son grappling, il pourra neutraliser le striking de Ruffy et transformer l'affrontement en combat de contrôle et de domination progressive. Ce duel sera une confrontation entre la créativité et la puissance debout de Ruffy et la pression, le contrôle et la technique du grappling de Saint-Denis, où l'issue dépendra de la capacité de chacun à imposer son style et exploiter les failles de l'autre. Alors le Français il a su rebondir après ses deux gros revers subis en 2024 contre Poirier et Moïcano, mais son adversaire, de dernière minute, bien que courageux, ne représentait pas un réel challenge. Le Brésilien, lui, a réussi son premier test avec succès contre un vétéran et en est à 4 victoires avec 3 finishes. Alors sur le papier, l'avantage va du côté de Ruffy, tant il paraît si dominant dans la cage, mais le style de Benoît pourrait le gêner s'il ne parvient pas à installer sa distance, quitte à prendre des risques avec ce combat. Je préfère tenter la cote du Français, qui est plus intéressante, et être agréablement surpris s'il parvient à déjouer les statistiques. Je vous conseille donc de choisir Benoît Saint-Denis, mais aussi de rester raisonnable, car c'est un choix qui n'est pas sans risque. Et on retrouve en main event, duel au sommet de la catégorie middleweight entre Nassourdine Imavov et Caio Borralho. Imavov, il est français, il a 30 ans, 16 victoires pour 4 défaites. Sur les 16 victoires, 7 finishes par KO technique, 4 soumissions et 5 décisions. Pour ces 4 défaites, il a perdu une fois par soumission et 3 fois par décision. Son dernier combat, c'est sa victoire par KO technique au mois de février 2025 contre Israël Adesanya. Il est donc opposé à Caio Borralho. Borralho, il est brésilien, il a 32 ans, 17 victoires pour une seule défaite. Sur les 17 victoires, 5 finishes par KO technique, 4 soumissions et 8 décisions. Pour sa seule défaite, elle a été par décision. Son dernier combat, c'est sa victoire par décision unanime au mois d'août 2024 contre Jared Cannonier. Pour la longe, on retrouve une allonge de 1m91 pour le français et une allonge égale de 1m91 pour le brésilien. Pour les cotes, on retrouve favori Caio Borralho avec une cote à 1,73 et une cote à 2 tourons pour Nassourdine Imavov. Alors Imavov, il affiche un striking hautement technique, basé sur une précision chirurgicale, un jeu de jambes fluide, une capacité à gérer la distance avec un jab redoutable et un timing calculé, rendant chacune de ses frappes déterminées et maîtrisées. Borralho lui possède un striking technique, calculé et précis, basé sur un contrôle intelligent de la distance, une efficacité de frappe et des combinaisons posées qui dénotent une approche méthodique et analytique du combat. Nassourdine lui montre un grappling solide en défense, un bon contrôle au sol lorsqu'il peut retourner la situation, mais sa lutte offensive reste limitée et ses tentatives de soumission encore sporadiques. KO lui possède un grappling solide, combinant une lutte fiable, un bon contrôle au sol et une capacité reconnue à finaliser par soumission, même si son approche reste plus orientée vers le contrôle que vers la recherche constante de finition. Ce sera un duel entre le sniper méthodique et le contrôleur grappleur. D'un côté, Nassourdine Imavov, striker précis et calculateur qui construit son combat sur la distance, le timing et la propreté de ses frappes. De l'autre, Caio Borralho, grappleur complet, qui s'appuie sur une lutte fiable et le contrôle au sol intelligent pour user ses adversaires et neutraliser leurs offensives. Alors sur le plan du striking, c'est la précision clinique contre l'efficacité contenue. Imavov déploie un striking soigné où chaque coup part avec intention et où le jab, le jeu de jambes et le timing dictent le tempo des échanges. Il cherche à maintenir ses adversaires à l'extérieur, à user de sa propreté technique pour accumuler l'avantage et à punir les erreurs avec des contre-attaques nettes. Borralho, bien qu'à l'aise debout, se sert surtout de son striking comme outil de transition, posant des frappes simples pour préparer ses entrées en lutte et gérer les distances sans s'exposer. Au sol, l'opposition est claire, Imavov défend bien les takedowns et sait se relever rapidement, mais son grappling reste limité dans l'initiative. Borralho, au contraire, excelle dans le contrôle et la gestion du temps au tapis, utilisant une lutte intelligente et des positions dominantes pour fatiguer, accumuler du contrôle et chercher les ouvertures vers la soumission. La clé du combat, ce sera le tempo et l'espace. Si Imavov parvient à garder l'échange debout, imposer son jab et sa mobilité, il pourra construire un combat de précision et contrôler le rythme. Mais si Borralho réussit à réduire l'espace, amener régulièrement le combat au sol et à capitaliser sur son contrôle, il pourra neutraliser la boxe du français et transformer l'affrontement en duel de grappling patient et méthodique. Ce duel sera une opposition entre la propreté chirurgicale d'Imavov en striking et la maîtrise stratégique de Borralho au sol, où l'issue dépendra de la capacité du premier à rester insaisissable et du second à imposer son contrôle en grappling. Alors le français reste sur 4 victoires de rang depuis 2024, il a battu l'ancien champion par KO technique, il a montré de nets progrès dans son approche depuis qu'il a rejoint Nicolas Haute et semble aujourd'hui à son prime. Le Brésilien lui est sur 7 victoires d'affilée, mais l'opposition à laquelle il a été confronté est bien moins élevée que celle de Nassourdine. Son dernier combat remonte déjà à 1 an et je pense qu'il est effectivement très fort, mais peut-être un peu surestimé, qu'il ne devrait pas être favori dans ce combat. Alors ça reste tout de même un adversaire extrêmement dangereux. Je vous conseille quand même de choisir Nassourdine Imavov tout en restant prudent. La cote est assez élevée et mieux ne vaut pas s'emballer non plus.
Voilà les amis, on en a terminé. J'espère que ces pronos vont être les bons, que comme toujours, il ne va pas y avoir de changement de dernière minute sur la carte principale. Si jamais cela se produit, je mettrai le prono en commentaire épinglé. On se retrouve du coup la semaine prochaine après l'événement pour traiter l'UFC Fight Night 259, Lopez versus Silva. On aura également sur la carte principale Rafa Garcia contre Jared Gordon, José Medina face à Dusko Todorovic ou encore Tatiana Suarez contre Amanda Lemos. Il ne me reste plus qu'à vous dire de faire très attention avec les paris sportifs, c'est très dangereux et risqué. Jouez toujours de façon ludique et réfléchie, de l'argent que peut vous permettre de perdre. C'est bien entendu interdit au moins 18 ans. Et si jamais vous êtes en détresse d'argent, n'hésitez surtout pas à appeler le numéro qui est affiché à l'écran pour vous faire aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous.